Bienvenue dans l'épisode numéro 4 de Sortir du moule où nous explorons des innovations qui façonnent l'avenir de la fabrication. Au programme, nous découvrirons les halles d'innovation et de formation avancée, un nouveau temple de la technologie et de l'éducation. Nous plongerons ensuite dans le monde fascinant du cuir végétal, un polymère révolutionnaire qui promet de redéfinir les marchés existants et d'en créer de nouveaux. Et pour finir, nous verrons pourquoi faire appel à un agent manufacturier pourrait être une stratégie gagnante, même dans un marché dominé par la sous-traitance. Restez avec nous, ça commence dans 20 secondes. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence de la démarche Accord du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Aujourd'hui, nous avons le privilège de plonger au cœur de l'innovation manufacturière avec un invité spécial, M. Rémi Massé, directeur général des halles d'innovation et de formation avancée, connu sous l'acronyme IFA. Ce centre d'innovation frais construit se consacrera à l'avancement de l'intelligence manufacturière et à l'emballage de nouvelles générations. L'objectif, accélérer l'automatisation et la robotisation des entreprises manufacturières au Québec, un enjeu crucial pour son avenir économique. Aujourd'hui, M. Massé nous parlera de la vision derrière IFA, des technologies émergentes qui y sont développées et de la manière dont ce centre ambitionne de transformer le paysage industriel québécois. D'ailleurs, plusieurs chefs de file tels que Cascade, Desjardins, le Fonds de solidarité FTQ et Premier Tech, ainsi que les gouvernements du Canada et du Québec, se sont joints au centre comme principaux partenaires. Alors, bonjour M. Massé et bienvenue à notre épisode de Sortir du moule. C'est un plaisir de vous recevoir. Bonjour Simon, plaisir aussi d'être avec vous. Écoutez, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez nous introduire brièvement la mission des halles d'innovation et de formation avancée, l'abréviation IFA? C'est une nouvelle organisation qui commence à se mettre en place puis qui a quand même déjà des projets à son actif. Ça serait intéressant de présenter ça aux auditeurs. Oui, merci de l'opportunité. IFA, c'est un centre d'innovation qui est gouverné via un organisme sans but lucratif. Là. On a un conseil d'administration là, qui gouverne notre centre d'innovation. C'est un centre d'innovation qui est nouvellement né. C'est un building qui est construit à Rivière-du-Loup, dans l'est du Québec. Donc, c'est un building de 50 000 pieds carrés. 80% de la surface, c'est une usine. Là, c'est une infrastructure dans laquelle on retrouve 3 B. On appelle ça les halles parce qu'en fait, c'est 3 B, 3 halles. Dans lesquels on retrouve l'ensemble des équipements qu'on retrouve dans une usine moderne. Et l'objectif de IFA, sa mission, c'est d'accélérer la transformation numérique des entreprises manufacturières au Québec et au Canada par la robotisation et l'automatisation. Donc ça, c'est notre mission. On a aussi l'objectif d'assurer la formation des travailleurs qui travaillent dans ces entreprises manufacturières-là pour qu'une fois que des équipements auront été sélectionnés, implantés dans une entreprise, que les travailleurs puissent recevoir la formation spécialisée qu'ils ont besoin pour être capables de faire l'entretien, la réparation et la programmation. Donc, on accompagne les entreprises manufacturières dans ce processus-là de transition avec nos ingénieurs, notre équipe, là, pour justement être capable d'aider les entreprises, les entrepreneurs qui ont, on va dire les vraies choses, disons, pas mal de défis, pas mal de pain sur la planche depuis quelques années, notamment la pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est difficile pour un entrepreneur de faire la recherche, une veille technologique pour déterminer quelles sont les solutions qui existent, quelle est la meilleure solution pour eux, quels sont les coûts, c'est quoi le retour sur l'investissement. Donc, on est là pour les accompagner puis dérisquer leurs projets parce que IFA, les halls servent à installer ces équipements-là à l'intérieur, évidemment, de notre infrastructure, pour éviter de tester, d'expérimenter puis de former des travailleurs directement sur une chaîne de production qui, vous le savez, une chaîne de production, lorsqu'on l'arrête, peu importe le temps d'arrêt, il y a des impacts financiers pour l'entreprise. Donc, IFA, c'est un peu tout ça. Donc, bref. Eh bien, justement, puis dans les actions, activités principales, vous vous intéressez beaucoup aux emballages du futur. Comment vous envisagez de transformer l'industrie des emballages là, pour les entreprises manufacturières du Québec? Oui, très bon point. En fait, un des créneaux de prédilection de IFA, c'est les emballages innovants, les emballages de nouvelle génération. Donc, pour nous, c'est un créneau qui est hyper important. On a la chance de pouvoir compter sur 4 partenaires fondateurs du côté de IFA. Donc, on a Premier Tech, une entreprise de Rivière-du-Loup qui compte 5200 employés dans 26 pays.
Cascade, que vous connaissez bien aussi, qui est un partenaire fondateur, Desjardins et le Fonds de solidarité FTQ. Donc, évidemment, deux de ces partenaires-là sont très impliqués dans le domaine de l'emballage. Premier Tech, évidemment, pour tout leur système automatisé qu'ils ont développé au cours des années et qu'ils offrent, évidemment, à leurs clients. Cascade, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'explications. Vos auditeurs savent très bien qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Donc, l'emballage, c'est très important pour eux. Avec les enjeux qu'on connaît aujourd'hui, les défis en matière d'aliments, de perte alimentaire, je lisais, ça fait quand même quelques temps que cette information-là est connue, mais selon l'Organisation des Nations Unies là, pour l'agriculture et le volet alimentaire, il y a 1,6 milliard de tonnes de nourriture qui sont malheureusement perdues par année. Donc, puis au Canada, c'est 58 % de la nourriture là, qui est perdue du processus de fabrication jusqu'à la fourchette. Donc, c'est beaucoup de nourriture qui est perdue. Donc, on souhaite être capable, via les emballages, de pouvoir appuyer des démarches qui permettraient de conserver des aliments plus longtemps. Donc, que ce soit par les matériaux, que ce soit par la technologie, par l'implantation de senseurs, de capteurs, de différents mécanismes qui existent maintenant, incorporés à l'emballage pour pouvoir déterminer, par exemple, les variations de température, de gaz, etc., etc. Et la façon dont on peut faire ça, nous, comme je le disais, c'est avec nos infrastructures, de pouvoir permettre à des entreprises de venir tester à l'intérieur de nos murs, avec les équipements puis l'expertise qu'on a, de tester ces équipements-là avec ces nouveaux matériaux-là ou ces nouveaux éléments-là qui nous permettent justement de pouvoir être intégrés à l'intérieur de barquettes ou peu importe le type d'emballage. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on est en mesure de pouvoir appuyer les entreprises et aussi, comme je le disais, de pouvoir être un peu plus, d'augmenter leur productivité, d'être peut-être plus efficace justement en implantant des systèmes automatisés et robotisés qui vont favoriser l'emballage, que ce soit avec des boîtes de carton, des boîtes de plastique, des contenants de plastique ou d'autres des sacs, peu importe. Donc, c'est là qu'on intervient là, et qu'on va intervenir avec IFA. Eh bien, justement, quelles sont les innovations les plus prometteuses en matière d'emballage que vous explorez actuellement? On a plusieurs projets qui sont en cours. Je vous avoue qu'on a travaillé beaucoup là, au départ, justement pour s'assurer, lorsqu'on ouvre les portes de IFA, qu'on a des projets à l'intérieur, qu'il y a des entreprises qui s'installent. Donc, je ne pourrais pas malheureusement parler en détail des projets parce qu'il y a des enjeux de confidentialité, mais on a travaillé beaucoup en matière de robotisation puis d'automatisation. Donc, on a, je vous dirais, on a 80%, presque 80% des espaces là, qui sont déjà réservés pour accueillir différentes entreprises, que ce soit des PME, des petites entreprises et des plus grandes entreprises pour pouvoir réaliser leurs projets. Donc, encore une fois, c'est lié à la productivité, c'est lié à permettre aux entreprises de faire face à cette pénurie de main-d'œuvre-là. Donc, il y a différentes mesures ou en fait différents objectifs là, qui sont réalisés par ces entreprises-là qui vont faire affaire et qui font affaire avec nous. Puis, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, votre partenariat ou votre collaboration avec les entreprises? Comment les entreprises viennent qu'à s'intégrer dans un centre comme le vôtre, puis peuvent bénéficier de votre expertise puis de vos services? De différentes façons. Donc, notre modèle d'affaires, évidemment, c'est un modèle qui permet à des entreprises de venir s'installer. Donc, nous, on loue des espaces à l'intérieur de IFA, au pied carré, au mètre carré, là, donc pour profiter de l'espace usine. Dans la portion avant de la bâtisse, là, il y a 3 étages de bureaux, donc des espaces projets pour permettre justement aux différentes équipes de ces entreprises-là de venir travailler avec nous ou d'autres collaborateurs, parce que nous, on favorise évidemment les projets collaboratifs. Donc, s'assurer qu'il y a des spécialistes qui peuvent appuyer justement le développement de projets. Donc, on a ces espaces-là qui sont disponibles aussi en location pour travailler avec nous et avec nos clients, nos partenaires. Et on a des espaces de formation, donc laboratoire et espace justement pour pouvoir offrir de la formation spécialisée, que ce soit dans les vecteurs importants pour nous amener vers la robotique, c'est-à-dire la pneumatique, l'hydraulique, l'électronique. Donc, s'assurer de développer les compétences des travailleurs qui auront à travailler avec ces équipements-là.
Puis, donc, différents ateliers qu'on organise aussi via ce qu'on appelle le forum IFA. Donc, on a tenu notre premier forum avant même l'ouverture de IFA il y a quelques mois à peine. Donc, il y aura d'autres forums qui seront organisés justement pour traiter des thèmes qui sont importants pour IFA. Donc, via notre site web, les gens peuvent se brancher pour voir ce qui va être présenté au cours des prochains mois. Puis dites-moi, comment s'intègre votre expertise avec celle qui est déjà offerte par les universités, les centres collégiaux de transfert technologique notamment, ou les accélérateurs, incubateurs d'entreprises? Comment ça vient compléter l'offre ou s'intégrer dans cette offre-là? Oui, très bon point. C'est le terme qui est important. Donc, on est là pour évidemment compléter ce qui existe. Donc, on est bien branché avec ce réseau de collaborateurs-là, que ce soit les CCTT, que ce soit d'autres centres de recherche. On a 2 partenaires importants aussi qui collaborent avec nous, l'Université du Québec à Rimouski, l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, évidemment, nous, la stratégie qu'on a prise, la mission qu'on a mis de l'avant, c'est de travailler directement avec les problématiques d'entreprise. Donc, les projets émanent de la problématique d'une entreprise et en fonction de cette problématique-là, on va y greffer les collaborateurs ou l'expertise là où elle se trouve. Donc, si par exemple, on a un enjeu sur des matériaux et que, un exemple, on souhaite pouvoir intégrer davantage d'aluminium dans un emballage, bien évidemment, on va aller du côté des CCTT et des universités qui traitent de ces questions-là pour aller chercher des chercheurs, des experts. On ne fait pas de recherche, nous, on n'est pas là pour faire de la recherche fondamentale, on fait de la recherche et du développement très appliqué, très, très pointu sur la problématique qui nous est présentée. Et encore une fois, l'objectif, c'est de pouvoir s'assurer que l'entreprise puisse avoir des réponses et des solutions rapides à leurs enjeux, encore une fois, pour pouvoir augmenter leur productivité puis faire face à l'ensemble des défis auxquels ils ont à faire face présentement. Et en terminant, on a parlé beaucoup qu'un de vos axes, ou en fait de vos sujets de prédilection, c'est les emballages innovants. Mais considérant toute votre expertise puis le travail que vous faites au niveau d'automatisation, robotisation, est-ce que vous êtes capable d'adresser toutes les autres problématiques de production de produits plastiques ou composites, par exemple, ou vous allez focusser sur la thématique des emballages? Bien, en fait, le défi qu'on souhaite pouvoir relever rapidement, je le disais, c'est pour être capable d'aider nos entreprises manufacturières à faire face à ces enjeux de productivité-là puis ces enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est sûr que le volet développement de la robotique, leur permettre d'implanter la robotique au sein de leur chaîne de production, pour nous, elle est hyper importante. Et évidemment, comme je le disais, comme le créneau de l'emballage est important, donc toutes les entreprises qui ont des besoins justement pour pouvoir accélérer leur ligne de production avec la boîte. Donc, par exemple, pour pouvoir mettre des produits à l'intérieur d'une boîte, s'assurer qu'une boîte puisse être développée en fonction de ce qui doit être mis dedans. Donc, c'est-à-dire autant du côté de la forme, de la grandeur, s'assurer qu'on utilise ces matériaux-là de façon judicieuse, c'est-à-dire qu'on ne met pas plus de matériaux qu'on doit en mettre pour pouvoir, disons, préserver ce qui doit être emballé. Donc, tous ces éléments-là nous font partie de nos objectifs là, à l'intérieur de IFA. Donc, on ne parle pas seulement de fabriquer des emballages, comme par exemple les fabricants d'emballages alimentaires. Ça s'adresse à tous ceux qui utilisent des emballages, donc qui ont une chaîne d'emballage de leur production, dans le fond. Tout à fait, tout à fait. Donc, ce sont des projets sur lesquels on travaille. Par exemple, on travaille avec... on va avoir des palettiseurs, soit des palettiseurs industriels, des palettiseurs qui sont, roulés avec des robots collaboratifs, des systèmes pour faire l'érection de boîtes, pour pouvoir faire le dépôt dans les boîtes de différents produits, de différents contenants. Là, je parle de boîtes de carton, mais ça peut être évidemment des contenants de plastique. On a une entreprise qui a un enjeu en matière d'ensachage. Donc, on travaille avec des spécialistes là, pour permettre à cette entreprise-là d'optimiser son processus. Je vous donne un exemple. Dans l'analyse qu'on a faite, le diagnostic qu'on a fait là, avant les fêtes, donc cette entreprise-là, on a réalisé que malheureusement, le sac qu'elle utilise n'était pas de la bonne grandeur pour être capable d'optimiser son processus. Donc, ce sont des exemples comme ça où on travaille avec l'entreprise pour d'abord... avec elle, si elle le souhaite, là, pouvoir faire ce diagnostic-là et déterminer, voir si la chaîne de production qu'elle a lui permet de réaliser les objectifs de productivité
et financiers qu'elle s'était fixés. Et avec l'aide de nos experts, ben, on est là pour pouvoir les accompagner. Et dans ce cas-là, ben, les sacs vont être un peu plus gros parce qu'on parle de sacs là, dans lesquels on met des biscuits secs, là, sans rentrer dans les détails là, pour différentes raisons. Donc, les sacs vont être un peu plus gros. Donc, lorsqu'on parle de sacs un peu plus gros, ben, ça prend des équipements qui doivent s'adapter à ces nouveaux sacs-là. Bref, fait que vous voyez un peu le type de projet ou le type de mandat qui est confié là, à IFA. Et comme je le disais, ben, on ouvre nos portes dans quelques semaines. Ça fait qu'on pourra vous inviter là, pour venir voir de quoi il en retourne. Mais des projets, il y en aura plusieurs, je le souhaite, et ce pour les prochains mois, les prochaines années, là. Alors, je crois que vous n'avez pas à être inquiet parce que c'est effectivement un enjeu, juste la problématique de main-d'œuvre, de productivité, puis d'être capable d'avoir des ressources pour faire l'emballage ou l'empaquetage de tout ce qui est produit. Je pense qu'effectivement, vous avez un bon filon, puis vous allez avoir l'opportunité d'aider beaucoup d'entreprises là-dessus. Alors, merci beaucoup. Ben, on va se tenir au courant, puis on va garder nos auditeurs au courant aussi de l'évolution là, de votre centre. Puis, j'espère qu'on aura l'occasion de collaborer avec les entreprises et IFA pour faire des projets du futur. Ben, je souhaite, et je les invite à communiquer avec nous, là. Ils peuvent aller voir sur notre site web, puis on va se faire un plaisir de pouvoir discuter avec eux et de voir comment est-ce qu'on peut les appuyer là, au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Massé. Merci, Simon. C'était M. Rémi Massé, directeur général des Halles d'innovation et de formation avancée. Nous avons le plaisir maintenant d'accueillir deux invités innovateurs, Mme Fanny Laroche, présidente directrice générale, et M. Grégory Hersan, chef de la technologie chez Flora Cure Végétale. Co-fondateurs de cette entreprise innovante, ils nous rejoignent pour parler de leur engagement envers le développement durable et de leur produit révolutionnaire, le cuir végétal à base de pommes. Un nouveau genre de polymère qui remplace le cuir animal. Flora Cure Végétal se distingue par son approche écologique et innovante, proposant une alternative durable au cuir traditionnel. Nos deux invités ont généreusement accepté de nous parler de cette innovation. Alors bonjour Grégory, bonjour Fanny, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Simon. Fait plaisir, merci Simon. Écoutez, on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Question de ne pas faire languir les auditeurs plus longtemps. Qu'est-ce que le cuir végétal? D'ailleurs, les gens vont se demander probablement pourquoi on parle de cuir végétal dans un balado sur les polymères, mais vous allez rapidement nous faire le lien, je crois. Oui, tout à fait. Le cuir végétal, en fait, c'est un matériau qui tente de mimer l'apparence et les propriétés du cuir animal, qui n'est pas constitué du tout de matière animale. Puis je dirais qu'il n'est pas constitué non plus de matière plastique d'origine pétrochimique. Donc, les ingrédients qu'on retrouve à l'intérieur, c'est vraiment des ingrédients d'origine renouvelable, en fait. Dites-moi, en quoi le cuir végétal peut être considéré comme un polymère? En fait, dans le cuir végétal, sans dévoiler donc notre recette, on retrouve effectivement un agent liant. On a aussi la particularité aussi de notre produit, c'est qu'on a des résidus en fait de pommes. Nous, on utilise des résidus de pelure de pommes ou des résidus de pommes qui sont issus de la production du jus ou du cidre de glace. Puis, on va ajouter un agent liant plus d'autres additifs, en fait. Puis, la particularité, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a vraiment, on utilise donc des biopolymères, donc pas des polymères d'origine pétrochimique, mais d'origine renouvelable, pour essayer justement de proposer une solution de fin de vie à notre clientèle. Donc, avoir un produit qui soit éventuellement à long terme biodégradable ou qui soit recyclable, éventuellement s'il se retrouve en fin de vie à un moment donné. Non, absolument. Les tests qu'on regarde actuellement, c'est vraiment des tests de dégradation, biodégradation en site d'enfouissement. Donc, c'est la pire situation qu'il pourrait y avoir. Notre cuir se retrouve dans un site d'enfouissement. Donc, on veut qu'il se biodégrade dans un temps relativement court et long à la fois pour justement, comme vous avez dit, Simon, pour faire en sorte que le produit soit durable, mais que si éventuellement il se retrouve dans le site d'enfouissement, on a un produit qui soit biodégradable à peu près en 200-250 jours. Et dis-moi, en quoi le cuir végétal à base de pommes va se distinguer des autres alternatives au cuir traditionnel, entre autres en termes d'impact environnemental? Fanny, si tu veux y aller, peut-être un peu parler du cuir de pomme aussi. Bien, en fait, l'idée de départ de faire un cuir de pomme, c'était d'offrir un cuir qui ressemblait en tout point à un cuir animal, mais bien sûr sans produit animal à l'intérieur. Tout le volet biosourcé, procédé, c'est Grégory qui a apporté ce volet-là, donc d'avoir des intrants d'origine renouvelable.
Et donc, ce qui nous distingue, c'est justement ça, le fait qu'on ait un cuir qui ressemble et qui vieillisse aussi bien qu'un cuir animal. Donc, côté durabilité et qualité, on se compare à un cuir animal et on se distingue des cuirs véganes qui sont présentement très, très, très présents et accessibles sur le marché et qui sont à base de plastique principalement. Puis peut-être sur la notion de biodégradabilité, la notion environnementale, donc comme on disait, un de nos défis principaux, peut-être d'un point de vue technique, c'est d'avoir l'ensemble de nos intrants qui soient d'origine renouvelable. Puis, des polymères, des agents liants, on en trouve, des polymères d'origine renouvelable, mais les additifs, des colorants, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on en trouve, mais il y en a peu actuellement donc, sur le marché. Donc, ça, c'est un de nos défis principaux, d'atteindre le 100% renouvelable, en fait. Oui, c'est un travail c'est un work in progress, là, excusez l'anglicisme, là. Donc, on est déjà super bien positionné à ce niveau-là. L'objectif, c'est de continuer d'améliorer notre formule pour offrir le plus beau cuir végétal à base de résidus de pommes qui est présentement offert, ça va être le seul, en fait, offert en Amérique, là, si on réussit à commercialiser prochainement, là, ce qui devrait arriver. Donc, on est très fiers de l'endroit où on est. Oui, parce qu'il faut préciser que vous êtes présentement en campagne de sociofinancement, je pense. Oui, on est en campagne de sociofinancement avec la ruche et l'objectif des dons récoltés vont nous aider à produire la première version de lots commerciaux, donc qui vont nous aider à commercialiser le plus rapidement possible. Ah ben, on va vous souhaiter bonne chance. J'espère que ça va faire partie de tous nos véhicules puis de tous nos vêtements de cuir à court terme. Surtout que ça serait sourcé, ça serait approvisionné au Québec localement, donc c'est un bon atout. Puis dites-moi justement, comment voyez-vous l'évolution de la demande pour vos produits dans les industries manufacturières traditionnelles, par exemple l'automobile? Comment vous pensez que vous allez être capable de prendre votre place en ce sens-là? On n'a pas de doute. Absolument. On y va progressivement. Au niveau de l'automobile, c'est sûr que on a déjà des modèles de voitures électriques principalement qui vont contenir des cuirs alternatifs. Donc des cuirs de différentes substances, il en existe. La seule chose, c'est qu'à peu près 90% de ces cuirs-là ne sont pas d'origine renouvelable. Donc, on voit qu'il y a une croissance, puis on sait aussi qu'il y a une croissance donc des cuirs alternatifs donc à l'échelle mondiale dans tous les secteurs. Donc, nous, l'objectif, c'est peut-être d'adresser ces secteurs-là, qui sont des secteurs quand même très réglementaires, qui demandent des gros volumes lorsqu'on va avoir donc, je dirais, une vitesse de croisière intéressante. Mais on s'attend que la demande augmente encore donc vers ce genre de produits-là, puis que tranquillement, je dis pas qu'il y aura plus de cuir animal à l'intérieur des véhicules, mais on va tranquillement se déplacer vers des cuirs alternatifs dans la plupart des véhicules. Le marché du cuir vegan, là, ce qu'il faut savoir, je vais dire vegan pour aller chercher un petit peu plus large, mais c'est un très, très gros marché. En fait, les statistiques démontrent que d'ici 2027, c'est un marché qui va atteindre 1100 milliards de dollars américains. Donc, puis ça a un taux de croissance qui est quand même hyper intéressant, d'environ 8 %. Donc, le marché du cuir végétal, qui est comme plus niché à l'intérieur des cuirs véganes, a le même taux de croissance. C'est un marché qui est un peu plus petit parce que c'est relativement nouveau, mais c'est là où on se positionne. Donc, on sait que l'intérêt est là. On voit les collaborations qui commencent à se faire tant au niveau de la mode que du design intérieur, que de l'automobile. Tesla a déjà un modèle en cuir de pomme, si je ne me trompe pas, et Mercedes a déjà un cuir haut de gamme également en cuir de champignon. Donc, on sait que c'est un intérêt, on sait que le marché du véhicule est réceptif à ce type de textile-là. Donc, c'est ça vers quoi on travaille, là. Puis, dites-moi, en termes d'opportunités stratégiques et même technologiques, là, parce que je pense que c'est pas demain matin que n'importe qui a un équipement de plasturgie va être capable de produire ou de pouvoir livrer du cuir vegan ou même cuir de pomme. Est-ce qu'il y a justement un enjeu de défi de production? Parce que là, vous avez développé ce qu'on peut appeler le compound en anglais, développer le mélange, mais il y a beaucoup de travail derrière ça, puis c'est pas quelque chose qu'on dit on va me commander une citerne, puis je vais me mettre à produire, là. Est-ce qu'il y a une problématique ou des enjeux liés à la fabrication ou à la transformation de ce polymère-là par la suite? Oui, en fait, justement, actuellement, nous, on travaille, on a choisi pour atteindre plus rapidement le marché. On a des partenaires de production donc, qui ont les équipements, pas obligatoirement, qui ont l'expertise, je dirais, dans le secteur plasturgie. Peut-être moins avec le type de matériaux qu'on utilise. Donc ça, c'est la première difficulté, c'est qu'on utilise quand même des matériaux plus fragiles, qui vont se travailler donc à des températures différentes. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a eu beaucoup de développement
pour la recette, d'une part, pour arriver à finalement avoir un cuir au niveau propriété qui soit satisfaisant. Puis l'autre chose, je dirais un des défis principaux, nous, c'est vraiment la texturation de la surface de notre cuir, qui se fait typiquement avec des cylindres texturés, donc qui représentent pour nous des coûts énormes. Donc actuellement, on est capable de le faire sur des rouleaux, je dirais, de moyenne largeur, à peu près 50-60 cm. Mais c'est sûr que nous, à court terme, on va produire des rouleaux entre 1,50 m, 1,60 m de largeur, qui est, je dirais, la norme au niveau de la largeur dans l'industrie du cuir. Donc, c'est vraiment ce genre d'éléments-là. Puis, comme j'ai dit tout à l'heure, pour terminer, tous les additifs. Donc, actuellement, il existe des additifs renouvelables, mais par exemple, dans la couleur, dans la coloration du cuir, donc il n'y a pas tant de couleurs qui sont biosourcées. Puis aussi, il faut que ces couleurs puissent résister aussi aux conditions de traitement qu'on applique pour faire notre film de cuir. Donc, plusieurs défis donc à relever. Il y a des couleurs avec lesquelles ça marche super bien actuellement, mais effectivement, on a des petits défis pour finalement donc compléter notre mise à l'échelle qui est déjà commencée. Donc, vous avez même des produits, si on regarde votre site web, si les gens vont visiter, on voit des produits qui ont été faits. Je présume que c'est vraiment des produits que vous avez fabriqués vous-même, donc c'est issu de votre production. Oui, les produits qui sont proposés, je tiens à le mentionner, c'est vraiment uniquement dans le cadre de la ruche, fait que c'est vraiment une édition limitée, même très limitée. Nous, normalement, notre modèle d'affaires, il est B2B, donc on va s'adresser directement aux designers, aux fabricants. Mais dans le cadre de la campagne avec la ruche, on propose à la clientèle de tester le produit, de voir le produit fini, de pouvoir le toucher, puis le manipuler, puis constater à quel point c'est intéressant. Mais je vais revenir aussi sur le point de Grégory tantôt, puis on va profiter de ta tribune, Simon, parce que c'est sûr que, comme je disais tantôt, c'est un work in progress, tout ça. Donc, si jamais il y a des gens qui écoutent puis qui disent « Ah, ben moi, je connais quelqu'un en teinture végétale ou j'ai quelqu'un en extrusion ou j'ai un biopolymère qui pourrait peut-être être intéressant », on est constamment à la recherche de nouveaux procédés, de nouvelles techniques pour avoir le circuit le plus court possible dans notre procédé manufacturier, mais avoir également le procédé manufacturier le plus lean possible. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui a envie de se joindre à la conversation, on est toujours bien réceptif à ça. Ben, c'est une bonne idée, puis je vais en profiter pour renchérir que dans le cadre de la démarche Accor, qui est pilotée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, il existe un programme de financement aussi pour les travaux en partenariat, pour les projets collaboratifs structurants. Donc, pour des partenaires qui vont être capables de vous aider ou qui voudraient travailler avec vous dans un cadre d'un partenariat, on est capable d'aller mettre du financement en subvention qui vient soutenir le développement. Donc, ça peut être drôlement intéressant pour assurer le succès pour tout le monde. Parfait. Merci de le souligner. Effectivement, c'est intéressant. On pourra s'en reparler. Alors, un gros merci, Fanny, Grégory. Au plaisir, puis on se redonne des nouvelles très bientôt. Merci, Simon. Merci, Simon. Au plaisir. C'était Mme Fanny Laroche, présidente directrice générale, et M. Grégory Hersan, chef de la technologie chez Flora Cuir Végétal, tous deux cofondateurs de cette entreprise innovante. Pour le prochain segment du balado, nous explorons un aspect du développement des ventes de l'industrie manufacturière sous l'angle des agents manufacturiers avec un expert qui joue un rôle clé dans la dynamique du marché, M. Jacques Carten, justement un agent manufacturier expérimenté. Jacques a une connaissance approfondie des stratégies commerciales et des nuances de la sous-traitance, ce qui en fait une figure influente dans le secteur. Au cours de notre entretien, nous discuterons notamment du comment les agents manufacturiers comme lui aident les entreprises à naviguer dans les complexités du marché, à améliorer leur efficacité opérationnelle et à maximiser leur opportunité de croissance. Nous discuterons également des avantages et des défis de faire appel à un agent manufacturier et comment cette collaboration peut se révéler payante même dans un contexte de marché compétitif. Bonjour Jacques, merci de te rejoindre à nous. Merci de l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'est très intéressant d'avoir un agent manufacturier d'expérience avec nous. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais justement nous expliquer en quoi ça consiste précisément le rôle d'un agent manufacturier dans le secteur de la plasturgie, surtout dans un contexte d'entreprises qui sont dans un rôle de sous-traitance, qui vont travailler sur devis. Puis, comment ça diffère en même temps de la commercialisation traditionnelle là, qui sont pratiquées par les entreprises détentrices de marques? Parfait. Mais, en fait, je vais parler en connaissance de cause, là, puisque le rôle d'agent manufacturier, je le connais au moins depuis 40 ans. Au cours de mes expériences de vie professionnelle. L'agent manufacturier est une fonction de vente exclusivement. Il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de développement des affaires, c'est vraiment vente comme tel. Et les agents manufacturiers travaillent à leur compte, ont plusieurs clients, ont plusieurs lignes de produits. Donc, ce qui est important de savoir, ce que tu as mentionné, c'est qu'il y a de la sous-traitance puis des produits propriétaires.
Dans l'industrie de la plasturgie, c'est soit que tu es un sous-traitant, c'est-à-dire que tu fabriques sur commande des composants, ou soit que tu as des produits propriétaires. Mais n'oublions pas que chaque entreprise dans le secteur de la plasturgie est associée à un marché, à une industrie. Donc, par exemple, ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine du transport, ça peut être dans le domaine des fils électriques, par exemple. Donc, c'est associé à ça. Et les agents manufacturiers, eux, se spécialisent dans des créneaux de marché. Donc, ils créent le lien entre l'entreprise qu'ils représentent, soit par leurs produits ou soit par leur sous-traitance, et connectés avec des clients, et ils prennent ils prennent une commission là-dessus. La commission est 3, 4, 5 mais il n'y a aucun honoraire qui est payé autre que ça. Il y a certains agents manufacturiers qui vont inclure leurs frais de déplacement également là-dedans, mais il va y avoir un pourcentage un peu plus élevé. OK, donc si l'agent manufacturier ne rapporte rien, il ne coûte rien. En plein ça. Mais il faut que l'agent manufacturier se démène quand même, parce que c'est une fonction en soi. Moi, il y a 3 entreprises avec qui j'ai travaillé qui ont décidé de laisser tomber les agents manufacturiers avec qui ils faisaient affaire sur la côte est américaine, la Nouvelle-Angleterre, parce que bien qu'il y avait des bonnes connexions, ils ne développaient pas de nouveaux clients ou ils les représentaient mal. Donc, il y a souvent une frustration du côté de l'entreprise québécoise. Puis, moi, c'est suite à cette frustration-là que j'ai décidé de partir à mon compte et travailler avec des entreprises québécoises parce que je connais le secteur manufacturier, je connais leurs besoins. Donc, c'est l'enjeu, je dirais. Mais écoutez, il y a une association qui existe qui s'appelle MANA, qui est Manufacturers Agent National Association. En français, ça se traduirait par l'Association nationale des agents manufacturiers, qui regroupe 2000 agents manufacturiers aux États-Unis. Le catalogue est quand même très complet. Vous pouvez trouver ça sur Internet à Mana Online. Et ces gens-là se spécialisent dans des secteurs d'activité. Donc, si par exemple une entreprise dans le secteur du plastique en injection ou en extrusion voudrait pénétrer le marché de la santé, par exemple, des équipements médicaux, bien, il y a des agents manufacturiers qui sont spécialisés là-dedans et ils connaissent. Donc, l'avantage, c'est qu'on rentre dans un marché nouveau et il y a quelqu'un d'expérience. Donc, mais il faut quand même de la formation, il faut quand même que notre représentant croit en notre produit ou en notre service. Mais justement, on parle d'avantages. C'est quoi les principaux avantages pour une entreprise de la plasturgie de travailler avec un agent manufacturier? Puis comment ça peut impacter sa stratégie de commercialisation puis sa position sur le marché versus travailler avec son équipe de vendeurs internes? Bien, les agents manufacturiers, comme tu l'as mentionné, travaillent à commission. Donc, s'ils ne vendent pas, il n'y a aucune dépense. Donc, ça peut aller des petites entreprises aux moyennes, aux grandes entreprises. Donc, c'est un vecteur de plus pour rentrer dans un marché. C'est une force de plus. Évidemment, à l'interne, il peut y avoir des petits conflits là, parce que il y a quelqu'un qui ne voudrait pas se faire piler ses pieds par un agent manufacturier qui vient de l'extérieur, mais c'est un canal de vente. C'est un canal de vente supplémentaire, mais il faut bien l'accompagner pour en arriver à ça. Si on y va sur cette voie-là, comment on pourrait choisir un agent manufacturier? C'est quoi un peu les critères? Qu'est-ce qu'on doit regarder pour faire le choix de notre agent manufacturier? C'est sûr que les références sont importantes. C'est sûr que l'agent manufacturier ne doit pas travailler pour une entreprise qui est concurrente à celle qui est québécoise, le manufacturier québécois. Et puis, de demander, de voir c'est quoi sa feuille de route, là. C'est vraiment intangible. Et le côté des ventes, c'est que moi, comme les autres agents manufacturiers, on est des vendeurs. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on passe notre temps à vendre des salades et on pourrait même vendre des bonnes salades, même si on n'est pas bon. Ouais, ça veut dire que c'est un bon vendeur. Oui, c'est ça. Hey, dis-moi, au-delà des avantages, est-ce qu'il y a des défis spécifiques que les entreprises rencontrent lorsqu'elles veulent travailler ou collaborer avec un agent manufacturier? J'ai pas de réponse à ça, Simon. C'est sans doute un manufacturier qui a vécu l'expérience qui pourrait répondre à cette question-là. Mais moi, ce que je pense, c'est que il faut vraiment savoir le secteur d'activité dans lequel cet agent manufacturier-là est bon. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier,
c'est que une entreprise qui fait affaire avec une nouvelle force de vente, une nouvelle force de vente étant dans ce cas-ci un agent manufacturier, c'est pour explorer de nouveaux marchés ou explorer une nouvelle région avec les produits existants. Donc, il faut se donner les moyens pour rentrer dans ces marchés-là ou dans ces régions-là. Puis souvent, l'agent manufacturier, en fonction de sa position géographique et des entreprises avec qui il se connecte, ce volet-là est très, très important. Donc, je le vois toujours, moi, comme à la guerre, là, principe très militaire, là, explorer un nouveau marché ou explorer une nouvelle région, c'est un peu comme un pays qui décide d'aller explorer un nouveau pays. Donc, il se doit de prendre les armes nécessaires pour arriver à se faire connaître dans le marché. Le grand risque vient du côté du manufacturier, de la PME québécoise en plasturgie, par exemple, qui, elle, a des attentes qu'au bout de 6 mois, ils vont faire leur année au niveau de la capacité de production. Ça n'arrive pas comme ça. Il y a quand même une adaptation avec l'entreprise qu'elle représente. Il y a aussi, on ne tasse pas un manufacturier qui achète déjà des produits similaires facilement. Donc, il faut amener tranquillement, pas vite, le manufacturier québécois à rentrer dans l'intérêt de ses clients potentiels-là. Donc, prendre un agent manufacturier pour travailler avec nous, c'est pas une solution gagnante qui fait que, parce que j'ai pris l'agent manufacturier, 3 mois après, mon argent est fait, puis il a triplé mes ventes. C'est un travail de longue haleine, puis il faut qu'il bâtisse le marché, puis qu'il le développe, dans le fond. Ça serait illusoire de penser qu'en dedans de 3 mois, on va avoir une bonne commande là, qui va remplir la moitié de notre carnet de production. Ce qu'il faut, c'est être patient. C'est du développement. Souvent, les entreprises savent que développer un nouveau produit, ça prend des mois et des années, mais le développement des marchés, c'est la même chose, là. On ne peut pas se mettre à développer un nouveau marché en pensant qu'on va avoir des résultats rapides. Ça risque d'être précoce, ça risque d'insatisfaire le manufacturier québécois. Puis quand je parle d'agent manufacturier pour le secteur de la plasturgie, c'est vrai aussi pour l'industrie de la transformation du métal, la transformation du bois. Le secteur de la plasturgie n'est pas différent, mais le canal pour se rendre aux clients potentiels est le même. Les agents manufacturiers, c'en est un autre. L'entreprise pourrait décider d'avoir un vendeur qui va développer sur le marché américain. Donc, il va se déplacer plus souvent. Pour avoir un directeur des ventes qui coordonne tout ça. L'agent manufacturier, c'est un vendeur qui est au service de l'entreprise, mais comme il y a des bonnes connexions, ces relations-là n'ont pas à être établies de nouveau. Par exemple, il y a un groupe d'agents manufacturiers qui s'appelle CMI Corp, qui est au New Jersey, avec qui je suis en contact et avec qui je suis en relation. Puis je les ai rencontrés il y a 2 semaines à Nashville dans un show. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils représentent les entreprises qui veulent rentrer chez Amazon, chez Home Depot, chez Best Buy, chez des gros quincailliers. Ils sont spécialisés à rentrer dans les grandes boîtes, là, les big box qu'on appelle. Donc, eux autres ont une spécialité en soi. Ils n'essaieront pas de rentrer chez un petit quincaillier. Ils vont rentrer chez Home Depot, puis ils établissent les liens entre le manufacturier qu'ils représentent et Home Depot qui cherche à avoir quelqu'un entre les deux. Et aux États-Unis, la formule de la distribution et d'agents manufacturiers, ça existe depuis longtemps, là. Mana Online a été fondé en 1947 par un homme d'une communauté juive, M. Cohen. Puis lui, depuis ce temps-là, c'est un modèle de vente qui est très, très spécifique, là. Puis je pense que c'est un bon marché, c'est une bonne façon de faire là, mais c'est juste que nous, c'est pas tant dans notre culture que ça, là. Mais justement, une question, quand on pense à ces grands quincailliers, Home Depot, Renault, Rona, ainsi de suite, Canadian Tire, quelqu'un qui est en sous-traitance, est-ce qu'il y a quand même espoir ou possibilité pour lui de rentrer dans ces marchés-là? Est-ce qu'eux, ils font des demandes peut-être parce qu'ils ont des produits propriétaires ou s'ils font affaire avec des gens qui ont déjà une marque puis ils font juste le rebrander? Qu'est-ce que ça représente comme marché pour nos entreprises là, qui sont dans le domaine plus de sous-traitance?
Il y a une entreprise avec qui j'ai travaillé, qui travaille dans Beauce, qui fabrique des moulures en bois. Et je suis allé 3 fois faire des pitchs à Toronto, chez Home Depot Canada. C'est des gens qui sont ouverts à faire affaire. Mais évidemment, ils ont leurs conditions. C'est possible de faire affaire sur une base régionale avec Home Depot ou nationale partout au Canada. Une entreprise qui fait de la sous-traitance, c'est moins un marché pour ces PME-là parce que les distributeurs, les détaillants achètent des produits, ils n'achètent pas de la sous-traitance. Une sous-traitance, comme tu le sais, Simon, c'est que tu fabriques une composante qui va être assemblée dans un produit, qui fait partie d'un produit. Alors qu'une entreprise, par exemple, qui fabrique des pots à fleurs comme DCN Plastique à Warwick, eux autres fabriquent, ils sont dans la plasturgie, ils fabriquent des pots à fleurs et ils vendent à des distributeurs qui vendent à des centres jardins, par exemple. C'est des canaux qui sont très, très différents. La sous-traitance, quand on fait de la sous-traitance, puis il y en a des agents manufacturiers qui sont là-dedans, c'est d'aller cogner aux portes des donneurs d'ordre, de ceux qui achètent des composantes selon leur devis. OK, donc il y a quand même les opportunités, puis ils ont les deux portes selon c'est quoi leur marché. Puis en termes d'innovation, est-ce qu'un agent manufacturier peut aider à faire avancer une entreprise, la faire évoluer, puis l'aider à se développer là, pour aller percer des nouveaux marchés ou percer des nouveaux procédés là, ou des nouveaux produits? Je dirais que c'est peut-être c'est pas une force du côté des agents manufacturiers au niveau de l'innovation. C'est-à-dire l'innovation, une fois que l'agent manufacturier travaille depuis quand même un certain temps avec son entreprise qu'il représente, ben la personne connaît vraiment ce qu'il en est là. Mais au niveau de l'expertise de l'entreprise. Mais si l'entreprise veut pousser une innovation dans un marché, est mieux de le faire par elle-même au lieu d'avoir un agent manufacturier parce que convaincre dans une innovation, il faut vraiment saisir, puis ça se peut que, puis il n'y aura pas de commission associée à ça, là, on s'entend. L'innovation, on pousse l'innovation, la vente est loin encore. Là. Ça peut prendre 6 mois, un an et demi avant de closer. Donc, il faut vraiment choisir la bonne raison, là, c'est que tu as un produit, tu veux rentrer dans un marché qui achète des produits propriétaires, c'est un type d'agent manufacturier. Si tu utilises un agent manufacturier, par exemple, pour la sous-traitance, eux connaissent les donneurs d'ordre. C'est une autre catégorie d'agents manufacturiers. Et pour l'innovation, moi, je recommande fortement aux PME québécoises en plasturgie d'avoir leur propre levier commercial pour faire ça. Parce que au départ, c'est comme une analyse de marché. C'est de comprendre vraiment là, les besoins, de valider l'innovation. Puis, évidemment, ça va prendre plus de temps que prévu. C'est sûr et certain qu'il risque d'avoir des déceptions si on confie ça à un agent manufacturier. Et puis en terminant, comment vous voyez l'évolution du rôle d'agent manufacturier ou de la relation agent manufacturier et entreprise de la plasturgie là, au Québec? Ben moi, je souhaite que, écoutez, moi, ma spécialité à moi, là, je développe des nouveaux marchés. Je travaille avec des entreprises dans le secteur des abattoirs, dans le secteur du plastique, entre autres Elf Plastique qui fabrique des composants, des contenants en plastique. Je travaille dans le secteur des scieries et moi, mon travail, c'est de faire juste l'ouverture de nouveaux marchés. Okay? Puis, je vous mens pas, le téléphone sonne là, tous les mois pour un mandat. Je prends pas plus que 5 clients à la fois, comme la plupart des agents manufacturiers, mais je souhaiterais qu'il y ait d'autres comme moi qui fassent ça, développer de nouveaux marchés pour les entreprises québécoises. Pour ce qui est des États-Unis, faut juste, je pense, des États-Unis et du Canada également, il faut juste s'assurer là, que le rôle de l'agent soit bien compris. Et je pense que c'est plus du côté des entreprises québécoises de vivre l'expérience de bien qualifier, un peu comme on qualifie un directeur des ventes qui rentre pour nous, là. Donc, ça, puis les évolutions, il y en a plusieurs qui utilisent beaucoup LinkedIn, qui utilisent Outlook, qui utilisent les médias sociaux. Moi, ma formule, c'est que je suis toujours en présentiel, je suis toujours à rencontrer les gens, puis les gens sont contents de me voir. Puis s'il y a une évolution, ce serait comme une dévolution, là, c'est-à-dire de revenir à avant, parce qu'il n'y a plus personne qui se déplace.
Moi, j'ai le terrain libre, là. Il n'y a plus personne qui se déplace. Donc, la réceptionniste me dit pas, vous êtes le 10e aujourd'hui, là. Elle me dit simplement, oui, OK. Alors, avec Lincoln, on peut utiliser les bons canaux, les bonnes personnes à contacter, et par la suite, on va sur place et on rencontre les gens. C'est de cette façon-là que je vois la dévolution des agents manufacturiers, plutôt que de rester en arrière de l'écran d'ordinateur puis de faire des contacts comme ça. Faut une présence, là. Donc, il y a encore beaucoup de place, puis justement, avec cette dévolution-là où les gens se déplacent de moins en moins, si on y va dans le bon sens, puis de se mettre à aller rencontrer les gens, ça risque d'être encore plus gagnant, puis de rajouter. Donc, c'est un bon conseil pour terminer. Bien, merci beaucoup, Jacques. Super, merci beaucoup, Simon. Salut à tout le monde. C'était M. Jacques Carten, agent manufacturier de Carten, agent manufacturier. D'ici à notre prochain épisode, continuez à innover, à questionner et à sortir du moule. N'oubliez pas de partager cet épisode, de cliquer j'aime et de vous abonner à notre balado. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis Simon Chrétien et c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. À la prochaine sur Sortir du moule. Pour joindre la communauté de l'industrie des plastiques et des composites du Québec, visitez dès maintenant le portail polymèrequebec.com.